Comment fonctionne le réseau électrique en France? Nous avons deux types de courant, le courant continu et le courant alternatif. Un peu de physique, la matière est constituée d'atomes. Ces atomes sont chargés électriquement, ils sont eux-mêmes constitués d'un noyau, composé de nucléons, plus précisément des protons. Charge positive et neutrons, charge neutre. Et autour de ce noyau gravitent des électrons négativement chargés. Pour qu'un courant électrique se crée dans un matériau conducteur, il faut que les électrons puissent se déplacer dans le matériau. On appelle ces électrons des électrons libres, ils passent d'atome en atome en ayant une trajectoire désordonnée. Quand une différence de potentiel est appliquée, les électrons libres se mettent à aller dans un sens. Cela est vrai pour le courant continu. Dans le cas d'une source alternative, les électrons vont aller dans un sens puis dans l'autre, cela va dépendre de la fréquence du courant électrique. Exprimée en Hertz, au nom du physicien Henry Hertz. Elle-même va dépendre de la période temporelle exprimée en secondes. Tout d'abord, le courant continu, ce courant est plus adapté aux petites distances, comme en électronique. Mais l'inconvénient de ce courant au niveau du réseau électrique est le transport plus compliqué. En plus, il crée plus de pertes par effet Joule, donc pertes sous forme de chaleur. Plus dur à transformer pour passer d'une tension à une autre. Contrairement au courant alternatif, les avantages du courant continu plus utiles dans les systèmes à petite distance comme les circuits électroniques ou encore des systèmes photovoltaïques. Ce courant peut être stocké plus facilement, il est principalement généré par principe électrochimique. Piles et batteries d'accumulateurs ou électroniques par système photovoltaïque comme les panneaux solaires. Le courant alternatif utilisé dans le réseau électrique. Le courant utilisé dans le réseau électrique en France mais aussi partout dans le monde est le courant alternatif, il est plus facile à transporter. Les pertes sont faibles, généralement causées par les matériaux. Plus facile à transformer à l'aide de transformateurs électriques. Inconvénient dans les systèmes électroniques, peut provoquer des interférences dues à sa fréquence. Il est généré par des alternateurs ou dynamos qui permettent une conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. Le fonctionnement d'un alternateur. Un alternateur est constitué d'un axe dans lequel se trouve un aimant permanent, appelé rotor comme dans un moteur électrique. Et autour de ce rotor il y a un stator constitué d'une bobine. Le fonctionnement est le suivant, quand l'axe est en mouvement, cela met aussi en mouvement l'aimant permanent. L'aimant va générer un champ magnétique. Ce champ magnétique en mouvement va être reçu par la bobine de cuivre du stator. La bobine de cuivre va donc convertir ce champ magnétique en un courant électrique, que l'on pourra récupérer en sortie de l'alternateur. Attention, la vitesse de rotation joue un rôle important, car c'est cette vitesse qui va au final déterminer la fréquence du courant alternatif. Pour générer du courant électrique, il faut de l'énergie primaire. Nous allons voir les différents types d'énergie primaire. Le solaire. Le principe est d'utiliser l'énergie solaire pour créer de l'électricité. Celle-ci est produite grâce à des panneaux photovoltaïques dits aussi panneaux solaires. Elle est créée par des cellules composées de semi-conducteurs. Le but est de créer de l'électricité à partir des rayonnements envoyés par le soleil. Physiquement, ces rayonnements sont des photons qui vont atteindre la surface du panneau photovoltaïque. Cette surface est composée de semi-conducteurs dopés N donc négativement et dopés P positivement. La zone N a donc un surplus d'électrons et la zone P ayant un déficit d'électrons. Le photon va être absorbé par ces atomes, cela va libérer des électrons qui vont donc créer un courant électrique allant de la cellule négative vers la surface chargée positivement. Cela crée un courant de type continu qui va ensuite, grâce à un onduleur, être converti en courant alternatif. L'éolien. Le principe de l'énergie éolien est de faire tourner des pales grâce à la force du vent qui eux-mêmes vont faire tourner un axe appelé arbre. Cet arbre fait tourner un multiplicateur à train d'engrenage qui fait tourner un autre axe, celui de l'alternateur, qui va générer de l'électricité. Mais il y a quelques spécificités.
comme un frein permettant d'arrêter l'éolienne si le vent dépasse une vitesse de 90 km/h. L'éolienne arrête de tourner pour des raisons de sécurité. Un système de régulation électronique est aussi installé. Et un système motorisé permettant d'orienter l'éolienne de façon qu'elle soit orientée dans la direction du vent. Le courant électrique généré est élevé à 20 000 volts. Ce courant est donc transformé et acheminé au bas du mât à l'armoire de couplage réseau, qui acheminera l'électricité dans le réseau électrique. La centrale géothermique. Cette centrale permet de créer de l'électricité grâce à la chaleur de la terre. Pour cela, l'eau de pluie très chaude qui est contenue dans les nappes phréatiques. Elle est d'abord pompée pour être remontée à la surface à l'aide de pompes. Ensuite, le mélange aux vapeurs va passer dans des tuyaux. Un séparateur sépare la vapeur et l'eau. La vapeur récupérée permet de faire tourner une turbine qui fait tourner un alternateur qui va générer de l'électricité. Puis ce courant électrique est transformé à 225 000 ou 400 000 volts pour être envoyé dans le réseau électrique. Finalement, la vapeur d'eau est envoyée dans un condenseur qui va la faire passer à l'état liquide pour être renvoyée dans un fleuve. La centrale biomasse. Une centrale biomasse permet de créer de l'électricité à partir de déchets organiques comme des végétaux par exemple. Pour cela, on fait brûler ces déchets dans une chaudière. Ensuite, ces déchets vont permettre de faire chauffer cette eau qui va être dirigée dans un ballon. Ce ballon va permettre de la faire changer d'état de liquide à l'état vapeur. Cette vapeur va être utilisée pour faire tourner une turbine qui elle-même fait tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Finalement, l'électricité sera transformée en 225 000 ou 400 000 volts. Puis elle va être envoyée dans le réseau électrique. Enfin, la vapeur pourra être réutilisée pour le chauffage urbain par exemple. L'hydraulique. Les barrages hydrauliques. Le principe est d'utiliser l'énergie cinétique de l'eau pour faire tourner des turbines. Il existe plusieurs types de barrages mais le fonctionnement est le même pour chacun. La seule différence est la hauteur de chute de l'eau. Tout d'abord, de l'eau est retenue d'un côté, cela crée un lac de retenue. Ensuite, en fonction des besoins électriques, on ouvre des vannes qui font passer l'eau en un gros tuyau appelé conduite forcée. Après, cette eau est envoyée en bas du barrage. En sortie de la conduite, l'eau arrive à haute vitesse et fait tourner une turbine, qui va entraîner l'axe de l'alternateur qui va produire un courant électrique alternatif. Puis ce courant est augmenté à l'aide d'un transformateur à une tension de 225 000 ou 400 000 volts. Finalement, ce courant est transmis dans le réseau électrique. Enfin, l'eau est envoyée dans le canal appelé canal de fuite. Les hydroliennes. Une hydrolienne est une éolienne hydraulique. Celle-ci est plongée dans la mer, elle va produire un courant électrique grâce au courant de marée créé par la force de l'eau. Le fonctionnement est le suivant: des pales montées sur une turbine vont permettre de faire tourner directement l'alternateur. Puis le courant électrique créé va être converti en courant continu. Pour être acheminé jusqu'aux berges, finalement il est reconverti en courant alternatif pour être transmis au réseau électrique. Le thermique. On peut utiliser l'énergie d'une combustion pour créer de l'électricité. Grâce à du gaz de ville méthane. Ou encore grâce au charbon ou à du fioul. Le principe général est d'injecter de l'air comprimé de l'atmosphère dans une chambre de combustion. Cet air est mélangé à un combustible, du fioul ou du gaz de ville. Ce mélange de gaz est porté à plus de 1000 degrés Celsius. Ces gaz vont faire tourner une turbine à combustion. Cela fait tourner un axe qui va faire tourner le rotor de l'alternateur. Cela va donc produire de l'électricité du type alternatif. Le nucléaire. Dans une centrale nucléaire, on crée de l'énergie thermique à partir d'éléments radioactifs comme l'uranium. Grâce au principe physique de la fission nucléaire, en gros, un atome d'uranium est cassé en deux grâce à un neutron envoyé dans le noyau de l'énergie sous forme thermique se libère. Cette réaction est dite réaction en chaîne. Le cycle se répète autant de fois que possible. Attention, en cas d'incident, il est possible d'arrêter la réaction.
Cet uranium est mis dans des tubes appelés crayons d'uranium, c'est là où se crée la fission nucléaire. La technologie utilisée en France, c'est celle des réacteurs à eau pressurisée. On utilise deux circuits d'eau, un circuit dit primaire qui va du réacteur à un échangeur. Ensuite, un échange d'énergie se fait dans un circuit secondaire, celui-ci va passer par la turbine qui va faire tourner un alternateur. Celui-ci va générer de l'énergie électrique alternative qui va être transformée à 225 000 volts. Cela va permettre le transport de cette électricité dans le réseau électrique. Finalement, l'eau qui sort de la turbine va être refroidie par de l'eau froide d'un fleuve ou par un courant d'air. Au final, le cycle recommence, l'eau repart dans le circuit secondaire. Le réseau électrique français. Pour transporter de l'électricité en courant alternatif, on a besoin de 3 câbles par ligne électrique. Un câble égale une phase, le réseau est donc triphasé. En sortie d'une centrale, chaque ligne aérienne a 6 câbles car elle comporte 2 lignes. Un 7e câble en plus est ajouté appelé câble de garde. Il permet de protéger la ligne aérienne contre la foudre. En sortie des centrales génératrices, la tension est transformée grâce à des transformateurs très haute tension. La tension va passer de 20 000 à 400 000 volts. Cela va permettre son transport en minimisant les pertes. Ensuite, elle est retransformée par un autre transformateur. Cette fois, elle sera abaissée de 400 000 à 225 000 volts. À partir de là, l'électricité est répartie entre les grandes villes. Pour être encore abaissée de 225 000 volts à 63 000 volts. En passant haute tension, cette tension sera utilisée par de grandes industries comme le ferroviaire et les grandes usines. Mais encore, la tension sera abaissée de 63 000 à 20 000 volts, elle passe en ligne moyenne tension. Pour être distribuée dans les secteurs d'habitation où là un transformateur secteur va abaisser la tension de 20 000 à 400 volts, en passe donc en basse tension. Mais une question se pose: comment avoir du 230 volts monophasé vu que le réseau est triphasé? Pour répondre à cette question, faut parler des régimes électriques de neutre. En France, on est en régime TT, cela signifie que pour faire un neutre, on récupère nos 3 phases. Et on les relie à la Terre. Le point de jonction entre la Terre et les 3 phases, c'est le neutre. Donc on tire un câble de neutre et une des 3 phases jusqu'à l'habitation qui est donc reliée au secteur en monophasé. D'après le schéma, on a ici 3 phases nommées L1, L2 et L3. Si on mesure la tension sur 2 phases, on trouvera 400 volts. Mais si on mesure la tension phase neutre, on trouve 230 volts. On dit que le 230 volts est une tension simple. Car il n'y a qu'une phase. Et que le 400 volts entre 2 phases est une tension composée. Car elle est composée de 2 phases. Petite précision sur la dénomination TT. Le premier T signifie que le neutre est relié côté transformateur secteur à la Terre. Et le deuxième T signifie que le neutre est relié aussi à la Terre côté utilisateur. Au final, cela donne le régime TT. Un exemple d'un autre réseau comme le réseau américain est en régime de type IT. Le I signifie que le neutre est isolé côté transformateur. Et le T signifie que le neutre est relié à la Terre côté utilisateur. Le système IT est un peu plus complexe à comprendre. S'il y a un court-circuit entre une phase et la masse du transformateur relié à la Terre, la phase va se retrouver à 0 volts du côté transformateur secteur, mais du côté utilisateur il existe toujours une tension. Du côté transformateur secteur, on aura donc une tension entre Terre phase et neutre. Un système de détection appelé contrôleur permanent d'isolement ou CPI qui présente une impédance élevée. Donc une résistance électrique élevée va laisser un courant électrique assez faible passer. Le CPI va signaler tout défaut d'isolement grâce à une alarme et des voyants. Il peut provoquer la coupure de l'installation électrique comme un disjoncteur ou des fusibles. Pour revenir à la question du début au niveau du transformateur secteur. On peut de par la conception du transformateur récupérer du 400 volts triphasé. Mais on peut aussi récupérer du 230 monophasé grâce au montage TT qui relie les 3 phases ensemble à la Terre. Le milieu de ce point est donc le neutre.
Au final on récupère ce neutre et une phase à 400 volts et on les tire jusqu'à l'habitation ou le lieu qui va y être raccordé. On se retrouve donc avec une tension simple 230 volts alternatif à une fréquence de réseau de 50 Hz. Concernant le 400 volts triphasé, il est utilisé pour les appareils de puissance, comme pour faire tourner les moteurs triphasés ou encore utilisé pour des résistances de puissance comme dans certaines chaudières électriques. Pour cela on tire les trois phases et le neutre du transformateur secteur et on les raccorde à l'installation concernée. Il est très utilisé dans l'industrie et dans les laboratoires. Mais pas que dans les domaines de l'habitat et le tertiaire aussi on retrouve un besoin en source triphasée, pour faire marcher une pompe à chaleur, une CTA. Centrale de traitement d'air mais aussi des systèmes électromécaniques, comme les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques. On l'utilise aussi dans l'événementiel comme dans des concerts de musique. Chaque phase est déphasée de 120 degrés, c'est ce qui fait son importance avec bien sûr la puissance fournie. Des régimes de neutre il en existe beaucoup comme le TT neutre relié à la Terre, IT neutre isolé de la Terre ou relié à la Terre par une impédance, TNC Terre relié au neutre, conducteur confondu, TNS Terre reliée au neutre, conducteur différent, TNCS Terre reliée au neutre, conducteur confondu. En France c'est le régime TT qui est utilisé. En Amérique la tension triphasée est de 460 volts et la tension monophasée est de 120 ou 110 volts. Cela est dû au premier réseau électrique créé par Thomas Edison. Un réseau qui fonctionnait au courant continu plus sécuritaire mais pas assez performant. En parallèle Nikola Tesla a créé le générateur à courant alternatif. Il commença par la suite à créer le premier réseau 240 volts alternatif. Avec une fréquence adaptée de 60 Hz, cela a permis d'avoir un très bon rendement électrique avec la bonne fréquence. Très vite le courant alternatif a montré ses preuves, seule la tension de 110 volts n'a pas été modifiée. En France les premiers réseaux étaient comme en Amérique à 110 volts. Mais le 110 volts montrait des faiblesses, en remarquait des fluctuations de courant et un manque de puissance. Début 1960 une décision a été prise de doubler la tension électrique. Elle passait de 110 à 220 volts. Les États-Unis abandonnent le projet pour faute économique et financière. Cela aurait peut obliger les habitants à changer d'équipement électrique ou d'adapter l'alimentation à l'aide de transformateurs électriques 110 vers 220 volts. Aux États-Unis les appareils de puissance comme les fours, les lave-linges et les frigos utilisent une tension de 240 volts. Ce qui oblige les propriétaires à installer deux installations, une à 110 volts et l'autre à 240 volts. En France le réseau a été de 220 volts monophasé et 380 volts triphasé. Ensuite en 1987 petit à petit le réseau est passé à 400 volts triphasé et 230 volts monophasé comme actuellement. D'autres pays comme la Chine ont des tensions électriques différentes avec une tension monophasée de 100 volts alternatif. Les types de prises électriques en France. Les prises électriques pour le triphasé sont des prises de type tétrapolaire, qui comportent les trois phases L1, L2, L3 mais aussi le neutre N et la protection électrique PE appelée prise de terre T. Ce sont des prises spécifiques utilisées par des appareils alimentés en triphasé. En France on utilise principalement les prises de type C, E et F. La prise du type C est une prise sont mise à la terre, donc juste une phase et un neutre. Elle peut supporter un courant de 2,5 A maximum, pour des tensions entre 220 à 240 volts. Les prises mâles du type C se logent facilement avec les prises femelles du type E, F, J, K et N. La prise du type E, elle est composée d'une phase, d'un neutre et d'une terre. Elle peut supporter jusqu'à 16 A maximum et une tension de 220 à 240 volts. Elle peut recevoir des prises mâles du type C. La prise de type F, elle comporte une phase, un neutre et une terre. Elle supporte des courants jusqu'à 16 A maximum pour une tension de 220 à 230 volts. Elle supporte les prises mâles du type E et C.
prise reliée à un onduleur ou à un groupe électrogène pour par exemple le matériel informatique. Cela évite les coupures soudaines en cas d'interruption du réseau électrique. Un système auxiliaire prend le relais. Enfin, en France, les prises sont munies d'un système de protection contre l'introduction d'objets. Cela est une sécurité enfant. Les connecteurs d'alimentation. On les utilise sur certaines alimentations comme pour les ordinateurs par exemple. Il existe plusieurs familles différentes comme les connecteurs IEC qui signifie Commission électrotechnique internationale en français. Il existe d'autres types de prises utilisées dans le monde comme la prise du type D utilisée au Népal et en Inde. La prise du type A et B, utilisée aux USA mais aussi au Canada, au Mexique et au Japon. La prise du type I, utilisée en Chine, en Nouvelle-Zélande mais aussi en Papouasie, Nouvelle-Guinée et en Argentine. Il existe plein d'autres types que je ne vais pas énumérer ici. Raccordement et sécurité électrique en France. Le raccordement en France se fait par Enedis, anciennement ERDF. Une étude est effectuée car un raccordement mal dimensionné pourrait engendrer des problèmes futurs à l'installation électrique. Tout doit être pris en compte. Une estimation de la consommation totale est faite pour avoir le raccordement le plus adapté. Une maison n'a pas les mêmes besoins qu'une boutique ni qu'un bureau, cela est donc pris en compte. Après l'étude, des travaux sont effectués en respectant des normes comme la norme NFC 15 à 100 et toute l'installation doit répondre à la puissance souscrite qui s'exprime en kVA. Tout d'abord, un compteur électrique est installé. Enedis installe les nouveaux compteurs électriques communiquant en ligne qui remplacent les anciens modèles. En même temps que l'installation du compteur électrique, la mise à la terre doit être effectuée. Il existe 3 modes. Le premier est la boucle à fond de fouille. Elle est obligatoire pour les bâtiments d'habitation collectif et de travail. Elle consiste à faire une boucle avec un câble en cuivre nu ou d'acier galvanisé de 25 mm². Ce câble est enfui d'eau minimum 60 cm de profondeur en périphérie des fondations d'un bâtiment. Le deuxième est en tranchée horizontale qui consiste à enfuir non pas un piquet mais un câble en cuivre ou en acier galvanisé dressé horizontalement d'au minimum 20 mètres. Le troisième est la prise de terre par piquet de terre. C'est la plus utilisée pour les bâtiments existants. Le principe est de planter un piquet en acier galvanisé d'une profondeur de 2 mètres. Le raccordement à une prise de terre au bâtiment se fait par un point de mesure, qui est une barrette de mesure. Celle-ci permet aussi de raccorder ou pas le lieu à la terre. Cela est intéressant pour effectuer des mesures de résistance. Pour cela, on utilise un appareil appelé mégaohmmètre. Elle doit être inférieure à 100 ohms. Le disjoncteur général ou AGCP pour appareil général de coupure principale. Celui-ci permet principalement la coupure entre l'utilisateur et le réseau électrique. DB pour disjoncteur de branchement. Seul un électricien réseau peut intervenir sur le côté réseau. D'ailleurs, ce côté est plombé, il est interdit d'intervenir sur cette partie. Seule la partie non plombée, donc côté utilisateur, un électricien a le droit d'intervenir dessus. Ce disjoncteur a une sensibilité, donc un pouvoir de coupure à 500 mA. En cas de problème, il coupe le courant électrique sur tout le logement. Mais ce disjoncteur, qui est généralement différentiel, ne suffit pas pour protéger l'installation. Le disjoncteur différentiel a sensibilité 30 mA. Ce disjoncteur permet de protéger en premier les utilisateurs et non pas l'installation. Le fonctionnement interne de ce disjoncteur, il est composé d'un tore de détection. Sur ce tore est enroulé la phase de couleur réglementaire rouge et le neutre de couleur réglementaire bleu, mais aussi un troisième enroulement appelé enroulement de détection. Cet enroulement est relié à un circuit électronique anti-parasite électrique. Celui-ci est relié à un relais électromagnétique. Il permet de déclencher le disjoncteur en cas de défaut. Il détecte les surintensités, les défauts d'isolement ou encore les courts-circuits. Le principe est de mesurer en permanence le courant entrant et sortant. S'il y a plus de courant qui entre que sortant, dans ce cas, il coupe le circuit ou le groupe de circuits concerné. Les disjoncteurs divisionnaires.
Ce système remplace les anciennes cartouches fusibles depuis le 27 juin 2015 d'après la norme NFC 15 à 100. Il est interdit d'installer des tableaux à cartouches fusibles, seuls des disjoncteurs divisionnaires sont autorisés. Ce disjoncteur permet de protéger principalement les circuits électriques. Il protège contre les courts-circuits. Pour cela, le disjoncteur divisionnaire protège grâce à un système magnétique avec une bobine. Il offre aussi une protection contre les surcharges donc thermiques grâce au système de bilame qui se déforme en cas d'augmentation de l'intensité électrique. Répartition des circuits selon la norme NFC 1500. Un disjoncteur différentiel peut supporter jusqu'à 8 disjoncteurs divisionnaires, donc 8 circuits, car c'est un circuit par disjoncteur. Les disjoncteurs différentiels sont classés. La classe A, C, pour la protection des prises de courant mais aussi éclairage, four, volets électriques et chauffage. La classe A protège des circuits spécifiques comme les lave-linges, les plaques de cuisson et les points de recharge pour les véhicules électriques. La classe F protège les appareils ne supportant pas les micro-coupures électriques, comme les outils informatiques, les systèmes de sécurité et alarmes et les congélateurs. Chaque disjoncteur divisionnaire a un circuit spécifique. Par exemple, celui qui va s'occuper des prises électriques ne pourra pas aussi s'occuper de l'éclairage ou des circuits spécifiques comme la chaudière. Pour cela, chaque disjoncteur est dimensionné en fonction du circuit qu'il doit gérer. Pour les prises électriques ordinaires, c'est du 16 A avec des fils à diamètre normalisé. Pour du 16 A, c'est généralement du 1,5 mm². Pour du 20 A, c'est du 2,5 mm². Pour du 40 A par exemple, pour les circuits de forte puissance, c'est du 10 mm². Pour le nombre de composants par circuit, depuis le 27 novembre 2015 pour les installations modernes, on peut mettre 8 prises au lieu de 5 max par disjoncteur divisionnaire. Sur des sections de câbles en cuivre de 1,2 mm². Et pour une protection de 16 A avec des câbles en cuivre de 2,5 mm², on peut mettre 12 prises au lieu de 8 et une protection de 20 A. Pour les circuits spécifiques, par exemple une chaudière, c'est un disjoncteur divisionnaire particulier par appareil. Il est interdit de connecter une chaudière sur un circuit classique. Au niveau des normes, pour le réseau de distribution électrique, c'est la norme NFC 1400. Pour les installations domestiques, on utilise la norme NFC 1500. D'après la norme NFC 1500, il est obligé de protéger son logement contre les impacts de foudre. Pour cela, sur les tableaux électriques, un élément appelé parafoudre est installé. Il permet de protéger l'équipement contre les surtensions causées par un impact de foudre. Cela évite la destruction d'appareils. Il existe plusieurs types. Les éclateurs. Les parafoudres éclateurs sont constitués de 2 électrodes face à face. Ces électrodes sont séparées par un gaz. En temps normal, le courant ne traverse pas ces électrodes. Mais au cas où il y a un impact de foudre, une surtension se crée. Dans ce cas, un arc électrique se forme entre les électrodes. Le courant électrique passe et finit par être dirigé vers la terre. Les varistances. Le parafoudre à varistance. Ce parafoudre fonctionne à l'aide d'une résistance. Si le courant est trop élevé, son impédance chute et laisse passer le courant vers le câble de terre. Les diodes transil. Ce type de parafoudre fonctionne avec un système de diodes un peu particulier appelé transil. Le fonctionnement est le même que celui d'une varistance. La particularité est en un temps de réponse plus rapide. Elles sont très utilisées pour protéger les lignes téléphoniques. La prise de terre. Pour revenir à la prise de terre, celle-ci permet d'éviter tout contact électrique indirect. Comme par exemple un lave-linge qui a généralement une carcasse métallique. Si la phase se met à toucher cette carcasse, celle-ci va se retrouver au même potentiel que la phase. S'il n'y a pas de prise de terre, l'utilisateur peut s'électriser voire s'électrocuter. Car le courant de défaut va passer de la carcasse à l'utilisateur, passer par le cœur et rejoindre la terre. La personne a moins de chances de survivre. On parle donc d'un contact indirect. Seule la prise de terre et le disjoncteur différentiel peuvent protéger l'utilisateur contre cet incident.
Les classes électriques en fonction des appareils. La classe 0, matériel n'ayant pas d'isolation principale ni mis à la terre ni de masse reliée entre elles. Classe 1, masse reliée entre elles et mis à la terre. Classe 2, isolation renforcée, ou double isolation, masse non reliée à la terre. Classe 3, alimentée en très basse tension TBTS ou protection de masse non reliée à l'alimentation par séparation galvanique. Par exemple dans le cas d'un transformateur. Dans les anciennes habitations, des prises spécifiques étaient installées généralement dans les salles de bain utilisées pour des rasoirs électriques. Ces prises étaient munies d'un transformateur abaisseur de tension. Une installation électrique peut être encastrée dans un mur. Pour cela, des saignées sont réalisées, ensuite ces câbles vont passer dans des gaines au fourreau. À l'intérieur vont passer des fils électriques terre phase et neutre, pour finir on enduit le mur. L'installation peut être en saillie. Cela veut dire que l'installation va être posée sur une surface. Par exemple un mur dans les endroits non humides on utilise des goulottes ou moulures, on va faire passer les fils électriques à l'intérieur. Pour les locaux humides on va utiliser des sortes de tuyaux appelés IRL dans lesquels on va faire passer les câbles. La normalisation de couleur des câbles est la suivante. Rouge pour la phase, bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre, et noir pour les fils pilotes. Le fil pilote est un fil spécifique, il permet la commande d'un radiateur électrique ou la communication avec un autre radiateur électrique. Les domaines de tension. Pour une tension alternative dans un lieu humide, le seuil de danger est fixé à 12 volts. Cela dépend de la loi d'Ohm égale R fois I. Dans un lieu sec à température normale, le seuil est de 24 volts. En courant continu dans un lieu sec à température ambiante, il est de 120 volts. Les domaines de tension en alternatif. La TBT qui signifie très basse tension de 0 à 50 volts. La BT à basse tension de 50 à 500 volts. La BTB basse tension 500 à 1000 volts. La HT à 1000 volts à 50 000 volts. La HTB toutes les tensions supérieures à 50 000 volts. En continu. La TBT de 0 à 120 volts. La BTA de 120 à 750 volts. La BTB de 750 à 1500 volts. La HTA de 1500 à 7500 volts. La HTB toutes les tensions supérieures à 75 000 volts. Le matériel et les appareils ont tout un indice de protection IP2X. Le premier chiffre permet de donner le niveau de protection contre l'introduction de corps solides ou poussière. Le deuxième chiffre permet la protection contre l'introduction de corps liquides. Exemple, IP57. Donc le premier chiffre 5 c'est la protection contre la poussière. Et le 7 qui signifie protéger contre l'immersion à une profondeur allant de 15 cm à 1 mètre. Il existe un autre indice électrique, l'indice IK, qui concerne la protection contre les chocs mécaniques, par exemple, IK04 qui signifie protéger contre un choc équivalent à la chute d'un poids de 250 g à une hauteur de 20 cm. Parmi toutes ces réglementations, une norme internationale RoHS qui signifie Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipments. Ce qui signifie restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette norme permet de limiter les substances néfastes et toxiques sur les appareils électriques et électroniques. Cette norme est rentrée en vigueur le 8 novembre 2013. Je ne l'ai pas précisé au début, mais en réalité les centrales électriques sont reliées entre elles par des centres de régulation. Cela permet de donner la quantité suffisante d'électricité aux villes qui demandent une surconsommation. La consommation électrique est mesurée en permanence. Cela permet de contrôler la production électrique des centrales. Cette consommation dépend aussi des heures creuses ou des heures pleines où la consommation devient plus importante. Conclusion, dans cette vidéo nous avons vu les différents modes de création de l'électricité. La complexité du réseau électrique français, mais aussi l'installation domestique, la sécurité électrique associée et les règles normalisées. Nous avons vu aussi l'évolution du réseau,
qui j'espère évoluera encore pour devenir un réseau encore plus respectueux de l'environnement grâce à des énergies renouvelables et de nouvelles normes environnementaux. Merci de votre attention.